Dans cette vidéo, et avant qu'on attaque vraiment les sujets techniques propres à la surchauffe, il m'a semblé important de revenir sur certains principes fondamentaux de ce que j'appelle aujourd'hui le design énergétique. On va prendre pour ça quelques instants et considérer d'une manière générale à quoi s'intéresse un énergéticien qui se penche sur l'étude d'un bâtiment. Pourquoi faire ça? Eh bien parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi il est tellement important de réfléchir à la fois les questions classiques de thermique du bâtiment, c'est-à-dire l'optimisation des enveloppes, mais aussi de réfléchir très précisément à la question de l'usage, c'est-à-dire de la vie qui se déroule dans les bâtiments que nous étudions. Et au passage, nous verrons que cette façon d'aborder les phénomènes énergétiques nous explique d'une manière finalement très simple et très logique pourquoi c'est complètement normal que la surchauffe soit devenue un sujet majeur à notre époque, disons ces 10 dernières années. Alors, voici donc notre point de départ. Si nous considérons un local, quel qu'il soit, ou une enveloppe, nous pouvons dire que sa définition la plus large, c'est quelque chose qui sépare un intérieur d'un extérieur. Concrètement, ça peut être une maison, un immeuble, ou encore une grotte, mais aussi un véhicule comme un wagon de train ou un autobus, ou encore un habitat léger comme une tente de camping ou une yourte. Peu importe finalement, parce que la manière de réfléchir ces espaces, ce sera la même. On a l'intérieur et on a l'extérieur. Donc, si nous imaginons l'une de ces enveloppes, imaginez celle que vous voulez, et que nous la posons dans la nature, dans un climat, voilà, alors son ambiance intérieure va entrer en résonance avec les évolutions du climat qui l'entoure. On peut observer ça sur la température, bien sûr, mais aussi sur l'humidité, sur l'éclairement, et en réalité sur l'ensemble des paramètres environnementaux que l'on peut mesurer à l'intérieur de cette enveloppe. Maintenant, pour simplifier un peu nos explications, nous allons nous concentrer sur la température, mais souvenez-vous, le problème est exactement le même sur l'ensemble des autres paramètres environnementaux. Donc nous disions, l'ambiance intérieure de notre local entre en résonance avec les évolutions du climat extérieur. Et cela, nous pouvons le symboliser par une courbe, comme dans ce schéma, par exemple avec cette forme pour symboliser l'évolution des températures sur une année à l'intérieur du local. Et d'un autre côté, nous utilisons nos locaux pour y pratiquer certaines de nos activités. Alors, elles sont d'une infinie diversité. Ça peut être suivre une formation, fabriquer des objets, faire de la cuisine, faire de la gymnastique. Nous parlons ici de l'ensemble des activités humaines. Et en fait, pas seulement, puisque nous pouvons également utiliser des locaux pour y stocker des objets ou même pour les faire travailler. Il suffit de penser par exemple à quelque chose comme une cave à fromage ou une cave à vin dans lesquelles on conserve des choses qui vont évoluer. Eh bien, toutes ces activités qui sont proprement humaines et qui caractérisent la fonction à laquelle on destine le local, nous allons les regrouper sous un terme, sous un vocable, c'est le mot usage. Donc, dans les questions qui nous intéressent, nous allons appeler un usage l'activité qui doit se dérouler dans le local que l'on considère. Et lorsqu'on pense à un usage donné, on peut définir, pour chacune des données environnementales, une certaine plage dans laquelle cet usage est possible, disons reste envisageable. Par exemple, si je pense à l'activité comme travailler au bureau, je peux dire quelque chose comme la plage de température acceptable se situe entre 18 et 27 degrés. Chacun pourra adapter les valeurs, bien sûr. Et ces valeurs, je peux les reporter sur le dessin où j'ai déjà mis l'évolution des courbes de température. Eh bien, le fait de superposer ces deux courbes, ces deux zones sur un même graphique, c'est-à-dire la courbe des oscillations naturelles du local et la plage compatible avec l'usage qui nous intéresse, ça nous permet de définir en fait deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui pour lequel les conditions à l'intérieur du local, et je parle ici des conditions obtenues naturellement, sans modifier quoi que ce soit, ces conditions, elles correspondent aux exigences de l'usage. Par exemple, nous sommes par une belle journée de printemps et je suis chez moi pour travailler, alors j'ai besoin de rien, les fenêtres sont ouvertes et je me sens bien avec les habits que je porte. Eh bien, nous allons appeler cette zone la zone passive,
en utilisant ici le mot qu'on utilise classiquement pour quelque chose comme des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie. Et il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui dans lequel les conditions qui sont offertes naturellement dans le local ne répondent pas aux exigences de l'usage. Par exemple, la température qui y règne naturellement est de 14 degrés, alors que pour pouvoir travailler tranquillement, j'estime avoir besoin de 18 degrés. Il y a donc ici un écart de température à combler entre les conditions naturellement offertes dans le local et mes exigences qui sont fonction de l'usage et que je voudrais avoir dans ce local. Et pour combler cet écart, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a recours à cette chose, c'est cette chose qui nous permet d'agir sur le monde et qui, même au cours de l'évolution, nous a permis d'augmenter notre champ d'action, notre pouvoir sur le monde. Cette chose, c'est l'énergie. Et vous pouvez retenir cette définition. L'énergie, c'est ce qui nous sert à combler l'écart entre ce qui nous est offert naturellement et ce que l'on souhaiterait. Et ce que nous avons ici, en fait, c'est une définition précise de ce que l'on appelle, dans le monde de l'énergétique, le besoin énergétique. Retenons donc ceci. Notre besoin énergétique est défini par l'écart entre les conditions naturellement offertes et les conditions que l'on aimerait avoir, qui dépendent de l'usage désiré. Sur le schéma tel que nous l'avons tracé jusqu'à maintenant, la surface comprise entre la courbe d'oscillation naturelle du local et la limite inférieure de la plage d'usage définit donc le besoin énergétique. Par exemple, de chauffage, si on considère que l'on parle ici de température. Et bien maintenant, regardons de manière très rapide ce qui s'est passé au cours des âges. Dans le bâtiment, dans les logements, jusqu'à une époque assez récente finalement, disons autour de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de chauffage central. Lorsqu'on voulait ajuster notre confort, on installait dans les locaux des points chauds. Ça pouvait être des cheminées ou des poêles. Et si l'on voulait avoir plus chaud, eh bien, il suffisait de se rapprocher de cette source de chaleur. Et si on avait trop chaud, eh bien, on s'en éloignait. On était donc dans une situation où on ne pouvait pas vraiment dire qu'il y avait une notion de température de confort dans le local, puisque les températures étaient très variables et très contrastées à l'intérieur d'un même local. Eh bien, cela a changé avec la généralisation du chauffage central. À partir du moment où on a installé des systèmes de distribution de la chaleur qui permettaient d'avoir dans les locaux une température plutôt homogène, on a commencé à dimensionner la puissance nécessaire en fonction de la température que l'on souhaitait atteindre. Alors au début, ces températures n'étaient pas très élevées. Alors, on trouve dans des... Moi, j'adore trouver des vieux livres anciens, des traités d'hygiène ou des manuels de la ménagère. Et si on regarde ce qu'on nous disait dans les années 20, 30, 40, 50, on nous disait, par exemple, surtout pas dépasser 15 ou 17 degrés pour ne pas avoir des ambiances malsaines dans les logements. Alors, si maintenant on regarde ça sur notre graphique, ça veut dire que la limite basse de l'usage était justement relativement basse, et donc le besoin énergétique, la demande en chauffage, était plutôt faible. Et puis, au fil des ans, les exigences de confort ont commencé à augmenter. Et ce qui était acceptable à une époque, eh bien, ça l'était de moins en moins, et les températures de chauffage dans les logements ont commencé à grimper. On est ainsi passé progressivement de 15 degrés à 17 degrés, puis à 19, qui est aujourd'hui la valeur réglementaire normalement maximale à notre époque, mais dans les faits, aujourd'hui, on chauffe plutôt les intérieurs autour de 20-21 degrés. Eh bien, regardez ce qui se passe sur notre schéma lorsqu'on fait monter cette ligne de base de la zone d'usage. Eh bien, de manière très logique, la surface comprise entre la courbe de température naturelle dans le local et la limite basse de l'usage, pour l'usage, augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demande en service énergétique augmente, et donc, normalement, les consommations énergétiques. Et c'est pour ça qu'à partir des années 70, avec les réglementations thermiques, on a commencé à introduire des exigences de performance. Alors, ces réglementations, elles visaient principalement à améliorer l'isolation des bâtiments. Et toujours en utilisant le même schéma, qu'est-ce qui se passe lorsque j'isole mieux une enveloppe? Eh bien, je provoque un décalage vers le haut de cette courbe des ambiances obtenue naturellement dans le local ou dans l'enveloppe. Et en isolant de plus en plus les enveloppes, au fur et à mesure de l'évolution des réglementations,
On peut donc schématiquement se dire que l'on a fait de plus en plus monter cette courbe des températures naturelles dans les enveloppes. Et cette courbe, elle est montée jusqu'à un point où est apparue une zone qui n'existait pas avant. Regardez bien sur le schéma, elle se trouve ici, en haut. C'est une zone qui se trouve entre la limite supérieure acceptable pour l'usage considéré et la nouvelle courbe des températures obtenue naturellement dans les locaux. Parce que cette courbe elle a tellement remonté qu'elle s'est mise à dépasser la limite supérieure acceptable pour l'usage. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite zone, dans la partie haute, dans les températures les plus hautes? Elle nous dit que dans une telle situation, la température naturelle dans l'enveloppe est trop élevée pour les exigences de l'usage. Et tout ça résumé en un seul mot, qu'est-ce que c'est? C'est une surchauffe. Vous voyez donc, ce schéma très simple nous montre de quelle manière l'amélioration de la performance énergétique des enveloppes, mais comprise comme une tentative de réduction des besoins de chauffage, eh bien cette amélioration de la performance nous emmène très naturellement vers l'apparition de surchauffe de plus en plus importantes. Alors bien sûr, le comportement des enveloppes et le comportement des personnes dans les locaux, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on a regardé sur ce schéma. Mais je vous le montrerai dans la suite de la formation. Cette manière de comprendre la surchauffe reste entièrement valide et je trouve très important de continuer à considérer que d'une certaine manière, les bâtiments d'aujourd'hui et surtout les bâtiments les plus récents, très isolés, ont finalement peu de problèmes de chauffage, c'est-à-dire des besoins de chauffage très réduits, mais que le revers de la médaille, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment avec, c'est une sensibilité nettement accrue à la surchauffe. Il y a une autre conclusion que l'on peut tirer de ce schéma pour le sujet qui nous intéresse. Et en fait, c'est quasiment le principe fondamental de ce que j'appelle aujourd'hui le design énergétique. Ce qu'on voit, c'est que la question du besoin de chauffage, mais aussi de l'éventuel besoin de refroidissement, eh bien, ce n'est pas seulement un problème d'enveloppe ou de bâtiment. Notre objet d'étude, ce qu'on cherche à réduire, à étudier, c'est bien l'écart qu'il y a entre les exigences d'un usage et le comportement naturel d'une enveloppe. Et c'est donc tout à fait logique que le long du fil de notre réflexion, nous considérions toujours sur un pied d'égalité les problèmes et les solutions du domaine de la thermique du bâtiment, mais aussi les problèmes et les solutions qui relèvent de l'usage, c'est-à-dire des comportements humains. Et comme il nous faudra à la fois manipuler des données techniques liées au bâtiment et des données comportementales liées à l'humain, nous allons toujours aborder ces différents paramètres dans toutes les vidéos qui vont suivre et je vous détaillerai ça précisément dans la vidéo suivante. Voilà, s'il n'y a qu'une chose dont vous devez vous rappeler de cette première présentation générique des grands principes du design énergétique appliqués à la surchauffe, c'est que nous allons avoir à résoudre des problèmes d'interaction entre un usage et une enveloppe. Et tout notre travail, lorsque ces interactions sont insatisfaisantes, et bien sûr c'est le cas quand on s'intéresse à la surchauffe, eh bien notre travail consistera à voir de quelle manière nous pouvons réduire l'écart entre ces exigences propres à l'usage et les ambiances fournies naturellement par l'enveloppe que nous concevons ou que nous modifions. Et donc, je vous propose qu'on voit ça dans la vidéo suivante pour voir de quels outils nous allons pouvoir nous servir pour améliorer, rendre plus harmonieuses ces interactions entre l'usage et l'enveloppe. A tout de suite.